Voilà, deuxième partie de cette émission, Territoire d'Info, avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, ainsi que TV5 Monde et l'invité politique en direct ce matin. Sur ce plateau, c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous pour vous co-interviewer avec moi ce matin. Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA qui représente le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin. Merci Fabrice, et Marcelo Vestrette du Figaro pour Public Sénat. Bonjour. Bonjour Marcelo, merci d'être là. Je reçois ce matin le ministre des Relations avec le Parlement, mais aussi peut-être le futur porte-parole du gouvernement. Ça vous intéresserait ou pas comme poste? Ça se pose honnêtement pas comme ça. Quand on essaie d'être au service de son pays, la question n'est pas de savoir ce qu'on veut, la question c'est de savoir où on sera utile. Les périodes de remaniement sont des périodes toujours intéressantes pour le monde politique et pour les journalistes, parce que c'est des périodes où on peut faire des paris. Moi, j'invite dans ces périodes-là plutôt rester dans le silence. Je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les citoyens, à vrai dire. Les choses se font en bon ordre généralement. Donc, En bon ordre, ça veut dire au tout dernier moment, par un coup de fil, dans les 20 dernières secondes? Ah non, ça c'est pas moi. En tout cas, pour ce qui s'est passé pour moi au mois d'octobre, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ils se font dans le bon ordre, au sens qu'il n'y a pas besoin d'être à une pression particulière. Et il faut que le Premier ministre et le Président de la République puissent échanger. Donc, pour ce soir en tout cas, on est dans ce calendrier-là, ce soir ou demain. Après, on a des échéances lundi, puisque nous avons un Conseil des ministres. Mais enfin, en même temps, il y a un ministre des Relations des Affaires étrangères et chargé aussi des Affaires européennes. Enfin, les choses peuvent aussi tourner quelques jours sans que ce soit non plus un drame. Je trouve que souvent, les uns et les autres, je ne dis pas seulement les médias, les médias et parfois le monde politique est assez ridicule dans ces périodes de remaniement. On croirait qu'on est dans une phase très éruptive et très importante de la vie politique. C'est une période toujours qui s'ouvre. Mais enfin, ce n'est pas une période déterminante. Et je répète, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui passionne les gens. Alors, il y a quand même un fait, c'est que c'est le 10e ministre qui part depuis le début du quinquennat. Ferrand, Goulard, Sarnez, Bayrou, Hulot, Flessel, etc. Je pourrais continuer la liste. Ça, c'est quand même inédit par rapport au quinquennat précédent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour des motifs de nature différente. Vous avez cité un certain nombre de ministres qui sont partis pour des raisons de nature différente. Il ne se passe rien de particulier parce qu'il n'y a pas de corrélation entre ces départs. Après, c'est la vie publique. Un certain nombre de ceux qui sont partis partent aussi parce qu'ils ont décidé de vivre des aventures municipales. Reconnaissons que c'est une forme de jurisprudence qui s'est installée en disant quand on est candidat, notamment dans une grande ville, il faut qu'on puisse se consacrer pleinement. Je pense que c'est une exigence aussi des citoyens que portent finalement les ministres. Et donc, on aurait pu aussi imaginer, il y a 10 ou 15 ans, quand vous étiez candidat sur une liste fut-elle européenne, vous restiez ministre. Aujourd'hui, vous êtes les uns et les autres, et peut-être à raison, à dire c'est pas tout à fait normal qu'on soit à la fois ministre, en charge d'un dossier, et en même temps candidat. Bon, voilà, on en tire aussi les conclusions. Il y a 10 ans, ces départs-là n'auraient pas eu lieu. Mais c'est pas la volonté du gouvernement. Je pense que c'est une volonté collective que de dire, après tout, quand on est candidat, on se consacre complètement à sa mission de candidat. Fabrice Vesser-Redon. L'un de vos principaux interlocuteurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est exprimé cette semaine sur ces départs ministériels. Lui, il traduit ça par une forme de solitude pour Emmanuel Macron. Bon, je ne partage pas le sentiment du président du Sénat, ça peut arriver, et c'est pas un drame. Je ne crois pas que ce soit une question de solitude. C'est des gens qui décident de partir pour les trois que vous venez de citer, ou qui partent parce qu'ils sont candidats sur des échéances électorales. Donc c'est pas une question de solitude. Il me semble que c'est la vie publique, c'est la vie publique normale, et pas de commentaires supplémentaires à en faire, me semble-t-il, et en tirer des conclusions qui paraissent très hâtives. Sur les nominations à venir, est-ce que vous pensez que les centristes, vous êtes un centriste, presque historique maintenant, puisque les autres un peu... Ça commence à me vieillir. Si vous commencez à dire que je suis un centriste historique, de l'ancien monde, j'ai pris tout d'un coup un terrible, là. Est-ce qu'ils peuvent peser plus lourd dans ce... Mais moi, je n'ai jamais dit, et je l'ai dit d'ailleurs précédemment, donc je ne suis pas en veine de répéter la même chose, que c'était une question simplement de poids politique ou de poids de parti politique. Un équilibre. C'est pas important pour vous. C'est important. Bien représenté dans le gouvernement. C'est important. Non, mais d'abord quand vous dites ça, vous faites un plaidoyer pro domo, donc c'est pas très crédible, si je peux dire, parce que tout le monde arrive et vient devant les micros dire il faut que la famille politique que je suis soit mieux représentée. Les gens se demandent, pourquoi dit-il ça? Y a-t-il un message subliminal? Donc c'est pas la question. Deux, je pense que ce sont des équilibres, puis ce sont aussi des compétences qu'il faut répartir. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale, elle est sur ces deux pôles que sont le MoDem et le groupe La République En Marche, et puis des députés du groupe Agir aussi qui sont dans la majorité. Et donc c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Après, les équilibres politiques ne se pèsent pas uniquement au poids ou aux responsabilités des ministres dans le gouvernement, même si ça peut avoir son importance. Et de toute façon, ça l'a, puisque vous en faites cette lecture-là. Alors, autre lecture, sur les 3 départs, on a un départ qui est lié à la campagne des Européennes, c'est Nathalie Loiseau, et 2 départs liés au municipal, Madjoubi et Benjamin Griveaux. Oui. Est-ce qu'on brouille pas les messages? On est en pleine campagne des Européennes et on lance un mouvement sur les municipales. Chacun est dans son timing. La ville de Paris
mérite peut-être qu'on prenne le temps de se lancer dans une campagne qui est une campagne assez longue. On est à moins d'un an de ces échéances municipales. Paris est une ville qui nécessite sans doute un engagement assez précoce. Vous soutenez le porte-parole du gouvernement qui quitte le gouvernement pour aller... Oui, mais enfin, que le porte-parole, que Benjamin Griveaux ait fait le choix de se consacrer à Paris au municipal, on aurait pu dire aussi, il est porte-parole et par ailleurs il continue à mener une campagne municipale, il brouille le message du gouvernement. Donc vous voyez, on peut prendre les choses dans tous les sens, ça va jamais. Donc ça ne brouillera pas le message européen. Je ne suis pas sûr que la campagne européenne va très rapidement être parasitée, si je peux dire, parce que par l'idée que deux anciens ministres ou secrétaires d'État seraient partis en campagne. C'est légitime que Benjamin Griveaux ou que Mounir Majoubi aient envie de vivre leur vie municipale et d'aller aux échéances municipales. Il y a un troisième message parallèle, c'est le grand débat qui continue. Et aujourd'hui, le président de la République reçoit à l'Élysée les élus des Hauts-de-France. Et parmi ces élus, il y aura le président de la région, Xavier Bertrand, qui a fait aujourd'hui une interview dans le Figaro, dans laquelle il pose la question qui dirige la France, et sa réponse c'est la technostructure. Sous-entendu, le pouvoir politique aujourd'hui a laissé tomber les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture des choses? D'abord, c'est toujours une lecture, je connais un peu Xavier Bertrand, assez peu, mais c'est toujours une facilité, quand on cherche des boucs émissaires, de dire c'est la faute de la technostructure, ou c'est la faute des médias, ou c'est la faute... C'est du populisme? Non, mais c'est une facilité, je trouve. Le populisme, c'est un peu plus excessif que ça, quand même. C'est une facilité de langage, parce qu'à force de chercher des boucs émissaires, on en trouve, évidemment, et la technostructure est un bouc émissaire facile, parce que c'est un bouc émissaire sans visage. Donc on peut dire c'est la technostructure. Alors, on ne sait pas qui est la technostructure. Les hauts fonctionnaires, donnez-moi un numéro de téléphone. Bercy. Non, mais Bercy. Il y a une liste. Quelle est cette boîte Bercy, de Bercy? Donnez-moi un nom et un numéro de téléphone de la technostructure, si je peux dire. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est un être qui n'existe pas, la technostructure. Donc, et par ailleurs, la responsabilité du politique, il y a besoin de gens qui soient des spécialistes d'un certain nombre de ces sujets. C'est ce qu'on appelle la technostructure. Et il y a besoin par ailleurs d'élus et de politiques qui se saisissent des questions et qui aient une lecture politique des dossiers. Il y a besoin des deux, c'est pas l'un sans l'autre. Et souvent, quand on est... Je ne dis pas que c'est ce que dit d'ailleurs Xavier Bertrand, mais quand on est à taper sur la technostructure, c'est que le politique ne prend pas ses responsabilités ou se défausse de ses responsabilités en disant c'est pas moi, c'est Bruxelles, c'est pas moi, c'est Bercy, c'est pas moi. Donc que les politiques prennent leurs responsabilités, c'est ce que nous faisons au gouvernement d'ailleurs, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais ne cherchons pas des boucs émissaires un peu faciles. Il y a d'ailleurs parfois aussi de la technostructure locale, disons les choses comme elles sont. C'est assez. Mais moi j'ai été élu local, j'ai été président d'un EPCI, d'une communauté de communes. Oui, il faut toujours résister à ceux qui vous disent c'est pas possible parce qu'on a toujours fait comme ça. Ok, mais ça, c'est vu sa proposition, un acte d'héroïsme incroyable. Il propose de supprimer, Xavier Bertrand, l'ENA. Très concret. Vous êtes pour? Oui, c'est un acte symbolique. Qu'a dirigé Nathalie Loiseau, la mise à Oui, très bien. C'est d'ailleurs une proposition. C'est d'ailleurs une proposition, si je ne veux pas rendre à César ce qui est à César, mais enfin quand même, qui avait été faite par François Bayrou, me semble-t-il, en 2007. Vous voyez comme vous la soutenez? C'est une idée nouvelle. Vous êtes d'accord avec Non, mais vous voyez comme c'est une idée nouvelle. Donc, je veux dire. Donc ça vous plaît? Non, mais attendez, laissez-moi finir. Quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on dit on va supprimer l'ENA. Mais vous savez qu'il y a d'autres produits de la technostructure. Il n'y a pas que l'ENA qui produit ce qu'on appelle entre guillemets les élites françaises. On va supprimer tous ces gens-là. Donc la question. Je veux bien et j'entends bien le symbole. Est-ce que ça résout le problème? Il y aura toujours des gens dans des bureaux, et c'est normal, et c'est bien, qui diront voilà ce qui devrait être fait, voilà les contingences des décisions que nous devons prendre. Si c'est pas l'ENA, ça sera vite remplacé par autre chose, la nature ayant horreur du vide. Et je vous répète, je ne veux dénoncer personne comme élite, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas énarques et qui sont dans la technostructure. Donc alors... Là aussi, une espèce de facilité, mais peut-être que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, mais je veux dire, est-ce qu'on résout les... Franchement, ceux qui nous écoutent ce matin, est-ce qu'ils pensent avec crédit que si nous supprimions l'ENA, nous pourrions résoudre l'ensemble des problèmes français? Vous-même dans votre cabinet... Sérieux, quoi. Vous-même dans votre cabinet, vous avez des énarques? Aucun. Marc Fesneau. C'est l'école Bayrou, c'est l'école Bayrou, ça? C'est pas l'école Bayrou, il pourrait y avoir des énarques et je m'entendrais très bien avec des énarques. J'ai déjà croisé des énarques et j'ai réussi à travailler, je n'ai pas été dominé par eux et je ne les ai pas écrasés. Enfin, je veux dire... C'est assez amusant cette caricature, pas que vous faites vous, mais de dire où on a des énarques, où on n'en a pas. On peut avoir et des énarques et des pas énarques. Je suis assez friand de la diversité, voyez-vous, et de la diversité des profils aussi. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement et notre invité politique ce matin. On a reçu cette semaine Christian Jacob, à votre place, exactement, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il s'en est pris à vous. Enfin, à l'exécutif, pardon. Pas très nouveau, hein. Non, il parle de dérive institutionnelle. On va l'écouter, puis on veut votre réaction à ça.
On assiste de la part du Premier ministre, du président de l'Assemblée et des ministres d'une manière générale à une vraie dérive institutionnelle. Refuser la commission d'enquête au moment de l'affaire Benalla à l'Assemblée nationale. Refuser une commission d'enquête après le limogeage d'un préfet de police et des hauts fonctionnaires. Refuser de mettre sur la table des propositions concrètes de réponse à la situation de crise. D'avoir un Premier ministre qui refuse d'aller répondre aux questions devant le Sénat. C'est une vraie dérive institutionnelle. Que répondez-vous à Christian Jacob? D'abord que Christian Jacob connaît les institutions sans doute mieux que moi, ou théoriquement mieux que moi, puisqu'il est depuis plus longtemps dans ces institutions. Un certain nombre de choses qu'il décrit, ce n'est pas des prérogatives du gouvernement, c'est des prérogatives de l'Assemblée nationale. Je rappelle que les commissions d'enquête, c'est d'initiative parlementaire. Et jusqu'à nouvel ordre, le Parlement, ça n'est pas le gouvernement. C'est juste pour rappeler quand même 2-3 choses, pour qu'on ait un peu l'esprit clair. Deuxième chose, il faut qu'on accepte, alors parfois Christian Jacob peut avoir des propos excessifs, il n'y a pas de dérive institutionnelle. On peut aussi avoir des débats et on peut avoir des controverses avec telle ou telle institution sans qu'il y ait de dérive institutionnelle. Reconnaissons aussi que parfois le Sénat n'a pas été exempt, y compris de reproches. On aurait pu dire que c'était une dérive institutionnelle. On peut s'interroger par exemple sur le fait que en quoi le Sénat a donné quasiment des ordres un peu comminatoires au service du Premier ministre ou au Premier ministre et au Président de la République sur l'organisation de ses services. Que dirait-on si je venais sur le plateau ce matin et je disais, moi je trouve que les services du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ne sont pas comme ils devraient être et donc je leur demande de les réorganiser. C'est la mission de contrôle du Parlement. Non, mais, vous entendez bien ce que je dis. Je suis très vigilant à défendre la mission de contrôle et d'évaluation, non pas parce que j'ai été parlementaire, parce que je pense que les missions de contrôle sont des missions essentielles, d'ailleurs trop peu développées. Et elles ne doivent pas être développées que sur des sujets comme cela. C'est ce que dénonce Christian Jacob. Non, mais clairement, l'Assemblée nationale ne fait pas le sien. Que l'Assemblée nationale et le Sénat se saisissent des questions qu'ils veulent et qu'ils entendent, c'est leur choix démocratique de le faire ou de ne pas le faire. Enfin, je veux dire, Christian Jacob, s'il veut respecter les institutions, il faut respecter les processus de délibération des institutions. Que le Sénat puisse se saisir de questions de contrôle et d'évaluation, j'ai pas de problème. Mais quand on commence à dire, voilà comment doivent être organisés les services de tel ou tel organe de l'exécutif, je ne dis pas qu'il y a une dérive, mais il y a quelque chose qui est un peu déroutant de la façon et de la lecture des institutions. Ce matin, voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, va à Créteil faire une conférence devant des étudiants de droit. Il devait y aller avec le président Larcher, le président du Sénat. Il y va seul, c'est-à-dire qu'il continue à bouder. Est-ce que, mais c'est pas une bouderie. Est-ce que les deux assemblées peuvent se permettre de ne plus parler? D'abord, il n'y a pas de bouderie. D'abord, non mais attendez. Richard Ferrand. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de bouderie. Richard Ferrand et Gérard Larcher continuent de se parler. Nous parlons avec Gérard Larcher. Enfin, je veux dire, faut arrêter de monter en épingle des choses qui ne le sont pas. Après, on peut les propos sont forts quand même. Non, mais attendez. Après, on peut ne pas être en accord. On a le droit de ne pas être en accord, même avec le Sénat. Il n'y a pas de vache sacrée dans la République. Parce que si on dit que l'Élysée, Matignon ne sont pas des vaches sacrées, personne n'est une vache sacrée. Donc on a le droit aussi d'avoir des controverses. On peut aussi avoir des moments qui sont plus éruptifs. Mais en même temps, je connais bien Richard Ferrand, je connais le président Larcher, je sais qu'ils sont tous les deux avec le souci qu'on fasse avancer les choses. Et on est dans une période de crise qui est assez lourde. D'une période de crise dont il faut qu'on essaie de sortir collectivement, quelles que soient nos différences politiques, sans instrumentaliser les uns et les autres, sans nouer des querelles inutiles. Pas inutile qu'on puisse dire à un moment, ou que les uns et les autres, je crois le sens de la parole de Richard Ferrand, que de dire, écoutez, à un moment, on ne va pas faire des hypocrites, manifestement, on a une lecture différente d'un certain nombre de sujets, mettons-le sur la place publique, pas la peine d'aller le lendemain en tribune dire, on fait comme si de rien n'était, mais ça n'empêche pas que je sais que le dialogue n'est pas rompu, il ne peut pas y avoir de dialogue rompu, parce qu'on a besoin des deux chambres, et on a besoin que les deux chambres discutent avec l'exécutif. Justement, Marc Fesneau, ces deux chambres vont discuter du grand débat, discuter la semaine prochaine, sauf que c'est un débat sans vote. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans la phase, pardonnez-moi, je vous invite à relire ou à redire ce qui avait été dit par le président de la République, parce qu'on ne peut pas être pris en défaut de ne pas faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. On avait dit interruption du grand débat, en tout cas dans sa forme actuelle, le 15 mars, et après période de restitution pendant 15 jours, 3 semaines environ. On est dans la période de restitution. On ne va pas voter sur une restitution, on ne va pas voter sur ce qui nous paraît être, et ce qui paraîtra être, vision gouvernement, vision parlement, ce qui ressort du grand débat. Le vote, il viendra quand il y aura des textes. Le vote, il viendra s'il y avait des éléments particuliers à mettre sur la table. Qu'est-ce que vous attendez du Parlement? Des propositions ou un débat, on va dire, théorique sur les mots de la France? Non, excusez-moi, il faut travailler avec méthode sur cette affaire du grand débat, sur la sortie du grand débat. Il faut d'abord qu'on pose un diagnostic. Parce que c'est bien beau de dire il faut améliorer la démocratie représentative, il faut aussi dire, ce qui est vrai, et poser éventuellement des solutions. Il faut aussi dire ce qu'on a perçu de la crise de la démocratie représentative, ce qu'on a perçu de l'attente participative. Il ne suffit pas de dire, pour reprendre la question représentative, participative, RIC ou pas RIC.
Ouais. Peut-être la vie est peut-être un peu plus compliquée. C'est qui ont Non, mais les parlementaires. Les parlementaires. La puissance publique, elle a besoin d'exprimer ce qu'auront dit les citoyens. Et c'est divers ce qu'ils ont dit. C'est parfois contradictoire, mais c'est pas parce que c'est contradictoire qu'il ne faut pas essayer, comme responsable politique, de faire des synthèses et d'essayer de donner un horizon et un sens à ce que nous faisons. Pour vous, la restitution du grand débat, c'est d'abord par le prisme parlementaire? Non. Parce qu'on reproche beaucoup au président de la République de se l'être accaparé. Non, et d'abord, il n'a pas fait une restitution, le président de la République. Enfin, là aussi, il faudrait qu'on sache. On a eu pendant 3 mois, on nous a tympanisé la tête avec l'idée que le président de la République était trop distant, qu'il n'était pas en contact des Français. Ça, c'était août, septembre, octobre, voire novembre. Et puis alors maintenant qu'il est au contact des Français, on dit il est tout le temps au contact des Français, c'est quand même invraisemblable. Il ferme le débat. Mais il va falloir choisir, camarades, j'ai envie de dire, pas vous, mais les gens qui disent ça, il va falloir qu'ils choisissent. Parce que c'est impossible de travailler comme ça. Le président de la République, il a pour mission de donner le cap. Il a aussi pour mission d'être en interaction, et je pense que c'est ce qu'il fait, et qu'il fait plutôt plus que ses prédécesseurs avec les citoyens. On ne va pas lui faire le reproche d'être en participatif à ce point-là. Après, il faut que les assemblées, dans leur diversité, ce n'est pas une question majorité-opposition, c'est une question de tout le monde, se saisissent du diagnostic pour dire voilà ce qu'on a perçu de ce que veulent les Français, avant de dire moi j'ai le yaka faucon qu'on entend un peu trop sur les plateaux ou dans les assemblées, il va falloir qu'on en sorte. Il faut que les gens mettent des choses concrètes sur les choses. Très rapidement, Marc Fesneau, demain à nouveau des manifestations et des manifestations interdites. Des députés de la LR proposent qu'on retire le RSA aux casseurs. Est-ce que cette proposition choque ça ne fait qu'elle me surprenne, non. Ce qui me surprend, c'est qu'elle arrive demain, on est presque le 1er avril. On aurait aimé que certains s'expriment contre les violences un peu plus tôt. Je ne dis pas ceux qui ont déposé cette proposition de loi. Il y a déjà des mesures. La question toujours de la coercition. Vous ne l'appuierez pas, le gouvernement ne l'appuiera pas. Non, mais on navigue pas à la godille au gré des événements. Il y a besoin de maintenir l'ordre. Il y a des outils et des dispositifs qui sont mis en place. Il y a des dispositifs de sécurité qui sont renforcés sur ces manifestations. La question du RSA, il y a des amendes qui sont produites pour les gens. On va pas multiplier les outils. Enfin, en plus, c'est des parlementaires, ils connaissent la procédure parlementaire. S'ils déposent un texte aujourd'hui, ils savent bien qu'il ne sera pas voté dans 3 jours. Enfin, je veux dire, faut être aussi... C'est pas sérieux, moi je vais vous dire. Je suis parlementaire et défenseur des droits du Parlement. Mais si le Parlement veut être crédible, il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il est capable, en 2 jours, de résoudre un problème par la loi. Il y a des dispositifs réglementaires, il y a des forces de l'ordre qui font un travail remarquable. C'est plutôt vers elles qu'il faut se tourner, plutôt que de dire, en supprimant les aides pour ceux qui seraient pris comme casseurs, je vais résoudre le problème. C'est pas très crédible, honnêtement, et je suis pas sûr que ça renforce le rôle du Parlement. Marc Fesneau, Gérald Darmanin, il y a quelques minutes, propose de supprimer la redevance télévisuelle. Vous savez que c'est 139 € pour la métropole, 89 pour les DOM-TOM, qui vient financer France Télévisions et le service public audiovisuel. C'était prévu ? C'est une des pistes qui est envisagée, parce qu'on a une deuxième chose, c'est que la redevance audiovisuelle était arrimée, comme vous le savez, pour avoir chacun... à la taxe d'habitation. À la taxe d'habitation. Donc on a un sujet d'arrimer la taxe d'habitation étant en perspective en suppression. La redevance audiovisuelle est une question, et par ailleurs depuis longtemps c'est quelque chose qui pose question. Non mais c'est la question, on verra. On financera l'audiovisuel public, ne nous pas des polémiques, mais on sait très bien que cette question de la redevance est une question, et Gérald Darmanin a raison de la soulever. Merci Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, d'avoir été notre invité politique. Merci Fabrice Desserredon, merci Marcelo Westphred. On passe au débrief de l'actualité dans un instant, à tout de suite. Voilà, Marc Fesneau quitte ce plateau, font leurs entrées. Bonjour Robert Jules, vous êtes rédacteur en chef de La Tribune, merci d'être avec nous sur ce plateau. Directeur adjoint, et André Crétenant, TV5 Monde, directeur de l'information. Voilà, merci messieurs d'être là. On va s'attaquer à un sondage. Tout de suite, grâce donc à La Tribune, BVA et Public Sénat, au lendemain du grand débat national, quelles sont les attentes des Français à l'égard de l'État et des collectivités locales? Très intéressant parce que on note, ces principaux enseignements, on va commencer par celui-là, que 46% des Français jugent qu'il faut aller plus loin en matière de décentralisation, et ils étaient 74% en 2002. Comment vous expliquez cela ? Ce changement radical, je pense qu'il est très lié à la fatigue qu'ont les Français par rapport à la réforme pour la réforme. Donc ils ne veulent pas de grand soir de la décentralisation. En revanche, ils veulent plutôt une déconcentration de certains services, et surtout que les services publics soient beaucoup plus efficaces pour l'ensemble des citoyens. Donc je rappelle quand même que du point de vue de l'égalité, ils doivent avoir accès tous à la même qualité de service.
ces Français qui souhaitent que leur commune ait davantage de pouvoir qu'actuellement. C'est un peu normal, ça, André Crettenand. C'est tout à fait normal. Le premier résultat est assez étonnant, d'ailleurs, parce que je pense qu'effectivement, les Français souhaitent qu'il y ait plus de décentralisation. Mais sans doute que le contexte aujourd'hui social un peu agité fait qu'ils ne répondent pas exactement à la question parce que ce n'est pas leur préoccupation. Mais moi, je pense que dans les années qui viennent, le système politique français devra s'ouvrir, devra se décentraliser et faire en sorte qu'un certain nombre de décisions qui peuvent se prendre dans la proximité devront l'être, effectivement, parce que c'est ce dont les gens, d'une manière générale, souhaitent le plus, c'est avoir encore un peu de marge de manœuvre, d'avoir un peu de pouvoir sur ce qui les concerne, alors qu'on est dans un mouvement au niveau européen et mondial qui est complètement différent. C'est-à-dire que beaucoup de questions doivent se résoudre à un niveau international et les citoyens dans leur région se disent qu'est-ce qu'il me reste, où je peux encore agir. Alors, en France, évidemment, qu'il y a l'élection présidentielle, qui est l'élection reine, voilà, et ensuite c'est terminé, on attend que ça se passe. Donc je ne pense pas que ce système très centralisé va pouvoir continuer éternellement. Alors, quelque chose d'étonnant, 6 Français sur 10 satisfaits de la qualité des services publics à leur disposition au quotidien. Oui, on alors, n'imaginait pas ça puisque oui, mais il faut faire une différence, c'est-à-dire qu'ils critiquent en majorité l'organisation actuelle des services publics. En revanche, lorsqu'ils ont accès à ces services publics, ils sont plutôt satisfaits, à 6 Français sur 10. Avec des disparités territoriales et sociales évidemment très importantes. C'est ça qui fait la différence et c'est là où on voit tout le contexte de la question des Gilets jaunes. Une des réponses qui revient en récurrence, c'est justement l'accès au transport public. Comme on le sait, ce qui a été la flamme qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes a été la question de la taxe carbone, c'est-à-dire le coût de l'utilisation de la voiture individuelle qui est indispensable dans les territoires ruraux. Et donc, évidemment, on a cette fracture que l'on retrouve en permanence entre ce qui relève de l'urbanité, des cadres, c'est-à-dire une population aisée et qui est concentrée dans les métropoles, et ceux qui se ressentent comme les laissés pour compte, évidemment, habitant dans les territoires ruraux. Je pense par exemple à la fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès aujourd'hui à Internet, ce qui va être un problème. Alors, la sécurité, en revanche, les Français veulent que ce soit l'État qui s'en préoccupe. Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans le sondage, c'est que, les Français ont l'air de bien connaître les services auxquels ils ont droit. Deuxièmement, ils s'aperçoivent, enfin, en tous les cas, ils sont très clairs sur les fonctions que doivent avoir chaque niveau de la puissance publique. Par exemple, l'État, évidemment, c'est les fonctions régaliennes. La région, c'est plutôt le développement économique et le tourisme. Sauf que l'environnement, vous avez vu, l'environnement relève de l'État. Dans l'État pour résoudre les problèmes d'environnement. C'est étonnant, André Crettenand. Non, je pense que c'est naturel. Effectivement, aujourd'hui, on sait que les questions environnementales ne vont pas se résoudre au niveau local. Souvenez-vous, le nuage radioactif ne s'est pas arrêté à la frontière. Non, oui, mais les petits gestes quotidiens dont parlent tant toutes les campagnes de sensibilisation, au fond, les Français le font, mais ils pensent que c'est quand même à l'État de régler le oui, mais parce que ça n'est pas suffisant. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le sondage, c'est qu'il fait un peu référence à la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec Marc Fesneau, c'est-à-dire sur la technostructure. Cette idée qu'il y a, au fond, voilà, à Paris, des experts dont beaucoup sortent de l'ENA d'ailleurs, qui sont les sachants, ceux qui dirigent la France, etc. Ouais. Et on sent bien que la révolte qu'il y a eu, le dégagisme qu'il y a eu en politique, agit aussi de ce côté-là maintenant, du côté des experts. C'est une des choses d'ailleurs qu'on reproche aussi parfois à ce gouvernement, d'être composé de gens moins connus, moins politiques et d'être plus experts. Et sans doute que c'est plus moderne et plus contemporain. De ce point de vue, le sondage souligne quand même que l'élu qui est plébiscité par l'ensemble de la population, c'est le maire. Le maire dont l'élu de proximité. L'élu de proximité. Ce maire dont on ne veut pas qu'il ait davantage de compétences, en revanche qu'il ait plus de pouvoir. Et ça répond un peu à cette technostructure un peu anonyme. Et il ne vous aura pas échappé quand même que dans le grand débat, les maires ont été mis plutôt à l'honneur. Des Français plutôt réservés sur le département. Pourquoi ? Oui, alors, qui est pourtant presque, je vais dire, la structure la plus ancienne. Oui, mais si vous voulez, il y a actuellement territorialement ce fameux millefeuille, c'est-à-dire des sortes de doublons ou d'une inefficacité entre deux niveaux qui sont la région et le département. Et d'ailleurs, dans l'entretien que nous a accordé Sébastien Lecornu, qui est le ministre en charge des collectivités locales,
il nous a confié qu'il y avait à l'étude éventuellement la création d'un nouveau statut qui serait un conseiller territorial et qui justement ferait la jointure entre le département et la région. Ça va simplifier les choses, André Crête, ça ? Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment tout cela. Je viens d'un pays qui est organisé en cantons. Fort différemment, il faut dire aux téléspectateurs, vous êtes suisse. En canton, en commune, avec évidemment la possibilité pour les citoyens de voter. Initiative, référendum. Un tas de questions d'ailleurs. Un tas de questions. Des détails même, en même temps qu'une grande élection nationale. Tout ça fait écho évidemment à ce qui se passe en France. Et vous savez qu'on parle beaucoup de la Suisse et de l'usage de l'initiative et du référendum au niveau communal, au niveau cantonal et au niveau évidemment national. C'est intéressant votre vue d'ailleurs là-dessus, puisque vous êtes un peu extérieur. En même temps, vous dirigez l'information d'une grande chaîne francophone, la plus grande, TV5 Monde, notre partenaire. Vous percevez comment ce sondage qui, au fond, dit des choses, au fond, quand même, que les Français ont encore confiance dans l'État dont la technostructure est pourtant vilipendée? Parce qu'on a une perception un peu différente aujourd'hui, peut-être un peu déformée parce qu'il y a les gilets jaunes, parce qu'il y a cette agitation sociale. Et donc sans doute qu'on oublie un petit peu ce qui est quand même le fond, ce qui est quand même ce que les Français d'une manière générale pensent. Et qui ne sont pas aussi perturbés qu'on pourrait le croire. Et voilà, je pense que c'est ça l'intérêt de ce sondage, tout en exprimant un certain nombre de besoins et d'envies. Et donc, au fond, c'est une expression raisonnée et raisonnable qui correspond à une partie des revendications des Gilets jaunes. La comparaison avec la Suisse est intéressante parce que dans cette histoire-là, il faut quand même prendre en compte toute cette histoire que nous, on a une tradition jacobine quand même depuis plusieurs siècles, donc tout a été formé en ce sens. La Suisse a une tradition de cantonale, de démocratie, je veux dire directe, depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est précisément ça qui est difficile à concevoir, c'est-à-dire que nous avons des citoyens qui veulent l'égalité. Évidemment, il faut faire une décentralisation. Merci. Robert Jules, directeur adjoint de la Tribune. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau pour présenter ce sondage au lendemain du grand débat national. Quelles sont les attentes des Français à l'égard de l'État et des collectivités locales qu'on retrouve donc dans la Tribune et latribune.fr, bien sûr. Merci André Crête-Plan, TV5 Monde, directeur d'information, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays et 17 langues. On va regarder ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarius qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères et on se retrouve après. À tout de suite. Tout le monde savait que Mounir Mahjoubi et que Benjamin Griveaux aspiraient à être candidats à la mairie de Paris, ce que nous saurons finalement au mois de juin. À partir de ce moment-là, ils veulent se dédier à cette campagne, qui est une sorte de campagne interne. Ils abandonnent leurs fonctions ministérielles, ça s'appelle la clarté. C'est vrai qu'on peut s'étonner que les gens quittent le navire dans un moment difficile. Moi, je suis resté à l'Élysée jusqu'au bout, alors que franchement, c'était pas facile. Le président n'était pas très populaire, on avait les attentats, on avait la crise, et on a tenu jusqu'au bout. Vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire? Déjà, j'aimerais pouvoir finir une phrase. Tout à l'heure, vous dites que vous allez le faire, et là, vous dites que vous allez pas le faire. Je vous laisse faire votre monologue, si vous préférez. Non, c'est pas un monologue, mais j'aimerais juste que vous répondiez à la question, si vous êtes d'accord. Vous rêvez d'affrontement, parce que vous êtes biberonné à ça depuis toujours. Alors, on va vous décevoir. Parce que, d'abord, on porte des projets qui pour beaucoup ont une cohérence commune. Et puis, on a beaucoup de talent. Et c'est une grande chance. C'est l'européen, et notamment, vous savez que vous interrompez en permanence. Je vous pose des questions. Et je ne suis pas sûre très lisible. C'est intéressant, plutôt. Le débat, vous savez, c'est l'échange. C'est pas juste vous qui parlez, mais c'est assez à l'image du grand débat national, en fait, ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau. Si en février 2018, 216 personnes sont mortes sur les routes de France, le chiffre est monté à 253 le mois dernier, soit une mortalité en hausse de 17,1% en un an. On parle de la question de la mortalité sur les routes et du fait que 60% de nos radars ont été vandalisés, sont hors d'état d'usage et que résultat, on a 17% de mortalité supplémentaire parce qu'il y a eu un relâchement des automobilistes. L'une des causes, c'est la mesure complètement stupide des 80 km/h qui, contrairement à ce qu'on dit, est totalement inefficace. Et puis peut-être qu'il y a eu du laisser-aller. Vous reculez devant rien, quoi. Quelle indécence, quoi. C'est-à-dire les gilets jaunes, ils sont responsables. Mais de j'ai tout. même pas prononcé ce mot. Demain, c'est bien sûr l'idée que vous voulez laisser passer. Mais c'est bien sûr l'idée que vous voulez laisser passer. Dans toute cette opération de communication, ils sont responsables de tout. J'espère que demain, il n'y aura pas Ce que je souhaite, c'est qu'on évalue les conséquences de la destruction des radars, des 80 km/h, de façon objective et qu'on décide ensuite. À Beaupréau en Mauges, près d'Angers, Emmanuel Macron tient un nouveau débat. Cette fois-ci,
face à un très jeune public, 11 ans maximum. Ça curieux, cette société dans laquelle on dénigre la parole de l'enfant. Donc quand le chef de l'État parle pendant 8 à 9 heures avec des mères, on trouve ça entre guillemets normal, on salue la prouesse. Et lorsque le président de la République passe 1h30 ou 2 heures avec de jeunes enfants, de jeunes Français, oui, je vous réponds. Je pense que derrière, que le chef de l'État lui-même donne de la place et consacre la parole de l'enfant dans notre société, moi je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, nous poursuivons notre émission avec dans un instant l'actualité parlementaire et politique et Territoire Sénat. A tout de suite.